En ce mercredi 23 juillet, on vous propose une émission spéciale dans laquelle on vous fera découvrir la Montérégie et ses attraits touristiques. Valérie et moi sommes prêtes pour les vacances. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média présenté par Rideau Zebra, expert en habillage de fenêtres sur mesure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Pichette, gestionnaire chez Tourisme Montérégie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. ça fait plaisir d'être ici. Bonjour. Merci. Au moment d'enregistrer, les vacances de la construction sont sur le point de commencer et on devine que c'est toujours un moment important de la saison touristique dans la région. Monsieur Pichette, est-ce que la saison touristique s'annonce bonne en Montérégie cette année? Bien, on peut dire qu'elle est déjà bonne, elle est déjà surprenante. C'est une période un peu incertaine. L'inflation, la situation internationale, il y a une espèce d'incertitude qui rend tout ça fragile un peu. Quand on parle de tourisme, bien, c'est sûr qu'on parle des gens qui viennent de l'extérieur chez nous, soit qui viennent du Québec, de Gatineau, de la Ville de Québec, tout ça, en allant à Montréal, qui passent 2-3 jours chez nous. Mais il y a aussi des clientèles internationales, des États-Unis, de l'Europe, qui viennent chez nous. Puis, avec ce qui se passe avec les États-Unis, bien, on se disait, bon, quel impact ça va avoir? Est-ce que les Européens vont venir davantage chez nous plutôt qu'aller aux États-Unis? Bien, je ne peux pas répondre oui à cette question-là parce que l'impact se fait plus à long terme. Les gens qui avaient déjà acheté leur billet d'avion vont quand même aller aux États-Unis, malheureusement. Mais les Ontariens et les Québécois qui décident de rester, de venir au Québec ou de rester au Québec plus longtemps que prévu sont nombreux. Ce qui reste à savoir pendant les semaines de la construction, c'est que font les Montérégiens et les Montréalais. Ceux qui habitent déjà ici. Ceux qui habitent ici, qui iront peut-être pas aux États-Unis cette année, qui vont peut-être aller dans d'autres régions du Québec ou dire « Hey, si on redécouvre la Montérégie à la place, là où on est, il y a toutes les activités qu'on peut faire. » Fait que c'est ça qu'on va voir. La semaine de la construction, très souvent, il y a une bonne partie des Montérégiens et des Montréalais qui quittent. Fait qu'on va voir là, au courant de la semaine s'ils décident de rester cette année à la place. Puis, donc, l'effet, justement, des États-Unis, ou même dès cet hiver, dès que, Trump y est allé de ses diverses frasques, je dirais, l'industrie touristique se disait, là, il y a peut-être, puis là, je parle les circuits qu'on connaît, là, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, mais est-ce qu'en Montérégie, on s'est préparé, justement, à se dire, là, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont rester ici? Évidemment que c'est des opportunités. On est toujours prêt. On a des actions sur tous les marchés. La position de la Tourisme Montérégie, c'est que nous sommes des bons voisins. Il ne faut pas oublier, à Montérégie, c'est grand. On partage une longue frontière avec l'État de New York, le New York Upper State, avec les Adirondacks, mais aussi avec l'État du Vermont, à côté du lac Champlain. Fait que notre attitude, c'est nous sommes de bons voisins. Les Américains qui ont des passeports et qui habitent dans les États du Nord-Est, en général, quand ils viennent nous voir, sont plus honteux que d'autres choses. Ils sont vraiment contents de venir nous voir. Fait que c'est ça qu'on promouvoit. Mais oui, on est prêt à les recevoir. On demeure accueillant, donc. Tout à fait. Puis, est-ce que les Américains sont une part importante des touristes qui viennent en Montérégie, nonobstant ce qui se passe présentement cette année avec le contexte là, américain? Est-ce que ça représente quand même une bonne part des touristes? À la base, nos attraits touristiques en Montérégie, c'est des commerces de proximité avant tout. Ça s'adresse avant tout aux Montréalais puis aux Montérégiens même. La Montérégie est quand même la deuxième région la plus populeuse au Québec, après Montréal. Donc, si on rajoute Montréal à ça, bien là, on a le 2/3 du Québec quasiment, qui est intra-régional quasiment. Donc, les Américains là-dedans, mettons que dans le 15 qui reste, 20 qui reste, bien, en représente moins de 10 %. Mais l'idée n'est pas tant de calculer combien d'Américains viennent dormir, passer une semaine en Montérégie. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque année, il y a 1,1 million de véhicules qui traversent notre territoire pour aller à Montréal. Il est là. C'est ça qui est gros comme chiffre. C'est le nombre d'Américains qui passent chez nous. Des fois, ils vont juste arrêter au Tim Hortons puis mettre de l'essence. Mais des fois, ils vont arrêter nos vignobles sur le bord, ou dans un deuxième vignoble, où ils vont aller voir des attraits, ou aller chercher du patrimoine, ou des fois, ils vont dormir en Montérégie, sur la Rive-Sud, parce que plutôt qu'aller dormir à Montréal, juste pour éviter le trafic. Donc, c'est tout ça qui n'apparaît pas dans les chiffres officiels, mais qui a un immense potentiel pour notre région, mais surtout pour nos commerçants. OK. Puis vous l'avez dit, on est une région déjà très populeuse. Puis quand on pense, les gens qui n'habitent pas en Montérégie, les Québécois, par exemple,
puis qu'ils pensent aux vacances, ils vont peut-être se dire je vais aller en Mauricie, je vais aller dans les Laurentides, en Gaspésie. Est-ce qu'ils se disent je vais venir en Montérégie passer ma semaine de vacances? Je vais être réaliste puis honnête avec vous. Ça me surprendrait qu'il y ait beaucoup de gens au Québec qui disent je vais aller passer une semaine en Montérégie. Il y en a des belles endroits de destination où je le sais qu'on peut passer une foutue belle semaine, que ce soit autour du Mont-Rigaud, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, au lac Champlain. On a, dans le coin de Sorel aussi, il y a tout plein d'activités à faire. Saint-Hyacinthe, qui a une grande capacité d'accueil, puis il y a beaucoup d'attraits à faire autour. Donc, on a ces petits pôles-là un peu partout en Montérégie qui peut permettre de passer une semaine là, hyper riche en expérience. Mais soyons réalistes, on est surtout une région d'excursion. Les gens viennent de Montréal aller-retour, ils retournent dormir chez eux. Là. On part de Boucherville, on va à Rigaud, on vient chez nous. On l'a vu, l'agro-tourisme s'est développé comme ça, en autocueillette, en cabane à sucre. C'est des expériences hyper immersives, vraiment tripantes, puis on retourne dormir chez nous. Là, l'idée, c'est de convertir ces excursions-là en court séjour. Et ça, j'y crois. OK. En une nuit, 2 nuits. De passer une nuit, une fin de semaine au spa, une grande fin de semaine de 4 jours, ça, j'y crois. On a beaucoup de choses à offrir à ce niveau-là, puis de plus en plus, ça va se faire. En même temps, on pense au contexte économique où c'est plus difficile. Ça peut être un atout, justement, pour la grande région de Montréal, de dire, j'ai envie de faire des activités, mais bon, j'ai peut-être pas les moyens de payer un hôtel ou un hébergement. Bien là, en restant chez nous, on peut explorer puis faire des excursions à proximité de la maison. Tout à fait. Puis je suis content que tu parles de ça puis que tu parles de la grande région de Montréal parce qu'il est là aussi. Il faut se considérer comme faisant partie de la grande région de Montréal. Puis quelle autre métropole au monde peut se vanter d'avoir des vignobles accès, soit en vélo ou en transport en commun? Quelle autre région du monde peut dire « Hey, j'embarque là, dans le train de banlieue puis je m'en vais à cabane à sucre. » C'est vraiment exceptionnel ce qu'on offre à Montréal. La Montérégie offre à Montréal de manière durable, en déplacement responsable, en déplacement actif, toute une série d'accès à la nature, des parcs nationaux. On a 2 parcs nationaux, le Mont-Saint-Bruno et Boucherville, qui sont accessibles en transport en commun, en vélo. On a des lieux en nature que c'est hallucinant. Faire du kayak de mer sur le lac Saint-Louis, tu peux y aller à pied. Tu t'en vas, là, tu t'en vas en métro là, dans le coin d'Angrignon, tu prends la traverse. En tout cas, tu sais, c'est comme hallucinant là, ce qu'on a à offrir pour les Montréalais en court séjour, mais en micro-aventure aussi. Déjà là, le vélo, c'est intéressant. On a plus de 1000 km de pistes cyclables en Montérégie, dont 600 km que c'est des pistes cyclables désignées. Des anciennes tracts de chemin de fer. Pas trop de côtes, en plus. C'est assez plat, la Montérégie. Tu connais bien ta géographie. Je connais bien ma Montérégie. Par la Coville. La Coville, puis évidemment, les flancs des Montérégiennes. Saint-Hilaire, Rougemont, il y a des bons petits dénivelés. Mais en général, en effet, c'est plat. Puis, je veux dire, nos plus belles pistes cyclables désignées sont soit des anciennes tracts de chemin de fer. C'est plat par définition. Et à côté des canaux. Ça, c'est hallucinant là, d'être sur le bord des canaux, tu sais, Soulanges, Beauharnois, Chambly, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose de patrimonial. Le paysage de la nature est belle. Tout ça pour dire que le vélo permet de ralentir la vitesse, puis ça t'encourage à passer 1 ou 2 nuits de plus. Au lieu de passer à 110 km/h, ben, tu passes à 35 km/h. Évidemment, tu as plus de temps d'explorer, vraiment, puis de profiter de tout ce qu'on a. Je vous écoute. Il y a plusieurs choses à voir en Montérégie. On dirait qu'il y a plusieurs atouts, alors que quand on pense à certaines régions, on y va, oui, c'est sûr que c'est le fleuve, c'est le bord de l'eau, c'est les montagnes. Là, la Montérégie semble avoir beaucoup à offrir. Est-ce que c'est là qu'elle se démarque par rapport à d'autres régions? La richesse de l'offre, la diversité, ça c'est sûr. C'est sûr que ça se démarque. Il y en a qui pourraient dire que ça nous nuit, dans le sens qu'on n'a pas cette expérience forte qui nous définit. Moi, je suis comme toi. Je le vois comme un avantage. Disons qu'on peut rassembler ça en 3 grandes catégories. Il y a le patrimoine. La Ville de Québec est connue pour son patrimoine, on le sait. Montréal a moins de patrimoine parce que l'industrialisation puis l'urbanisation a fait que les édifices patrimoniaux ont été un petit peu moins bien préservés. En Montérégie, on les a. On est fiers. On a des traces de la Nouvelle-France, des patriotes, des loyalistes quand on est plus dans le coin du Haut-Saint-Laurent. On a toutes les différentes étapes. Puis là, je parle pas de Ganawagé puis des traces autochtones. Les nations Gadian, Kayaka et Wabanaki dans l'Est ont laissé des belles traces. Il y a des beaux patrimoines là aussi.
Mais j'inclus aussi là-dedans tout le patrimoine industriel qu'on a tendance à trouver laid, mais qui est vraiment intéressant. Comme quoi, par exemple? Ouais. Exemple, justement, les vieux canaux, les vieilles écluses, tu sais, les vieilles écluses de Saint-Lambert, à la limite, le pont Victoria. Tu sais, moi, ce genre de truc-là, je trouve que ça nous distingue. On habite là, on utilise, c'est très utilitaire. C'est le début de l'industrialisation. Il ne faut pas oublier qu'on a les premiers chemins de fer du Canada là, qui reliaient Montréal à la rivière Richelieu, à Saint-Jean. Fait que le musée ferroviaire, d'ailleurs, l'Expo Rail, en fait un super bel hommage. Mais dans le paysage, on le voit partout, là, ce côté-là. J'irais même mettre la centrale de Beauharnois, hydroélectrique, bâtie des années 20-30, avec l'art déco, puis une espèce... Wow! Fait que moi, c'est ces petites affaires-là, je trouve, qui sont intéressantes, qui rentrent dans le patrimoine. Deuxième grande catégorie, c'est la nature. Il n'y a pas juste la banlieue en Montérégie. Non, exact. C'est pas vrai que c'est juste de l'asphalte. Ouais. Il y a une nature généreuse, une nature fragile, qui est facile d'accès. J'aime dire qu'on est le terrain de jeu des Montréalais. On est leur accès à la nature. L'hiver, là, le blanc, là, la neige blanche, tu ne la trouves pas à Montréal. Non. C'est chez nous que tu la trouves. Bon, il y a de moins en moins de neige, mais ça, c'est un autre dossier. Mais l'été, c'est la même chose. Les couleurs de Montréal, les vendanges de Montréal, c'est nous autres. Fait que, les parcs nationaux, les parcs régionaux, les plages... l'île Saint-Bernard. Oui, on a de la nature en banlieue. Châteauguay est une ville de banlieue, mais ça demeure qu'il y a l'île Saint-Bernard juste à côté. Oui, puis tu es totalement dépaysé. Tu te croiras au bas du fleuve quand tu es là. Premièrement, l'horizon est loin. Les couchers de soleil sont aussi beaux qu'au Bic. C'est hallucinant. Là, fait que toutes ces petites choses-là, cette expérience de nature-là, là, je parle pas des Montérégiennes, qui sont vraiment, c'est plat, tu l'as dit tantôt, c'est plat. Ouais. C'est pas plate, mais c'est plat, la Montérégie. Mais vu que c'est plat, il suffit d'avoir 7 collines, puis qu'on en fait des forts incroyables, que ce soit Rigaud, que ce soit la Coville, qui donne des vues super belles. Mais après ça, tu as les Montérégiennes, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Yamaska, Saint-Grégoire. C'est pas pour rien que les communautés se sont rassemblées là, parce que... Puis c'est beau, là, c'est le fun. En tout cas, ces expériences-là en nature-là. Puis là, je rentre là-dedans aussi. Les spas, les manières de vivre la nature autrement. Mais en nature, c'est surtout 2 trucs qui nous distinguent. Là. C'est les kilomètres de vélo, puis la route bleue. On dit la route bleue, mais chaque rivière, chaque berge du Saint-Laurent est une route bleue. Ça a été développé au cours des dernières années. Puis là, c'est prêt. On est rendu à le vendre puis à offrir de super belles expériences. Paddleboard. En fait, ça, c'est des secrets que tous les Montérégiens connaissent déjà. Là. On a tous des amis qui s'en vont sur la rivière à Tortue ou sur la rivière Saint-Jacques avec leur paddleboard. Mais là, on l'a comme un petit peu officialisé. On a identifié les segments des rivières qui sont sécuritaires. Il y a des compagnies qui sont installées en location. Il y a des services gratuits de location donnés par des restaurateurs ou par des hôteliers. Fait que là, il y a cette structuration-là des routes bleues là, qui sont vraiment tripantes pour le nautisme à pagaie. Est-ce que nous, les Montérégiens, sommes des bons ambassadeurs pour notre région aussi? Des bons clients? Des bons clients, oui. Okay. Ça, c'est clair. On de plus en plus... on a toujours consommé nos services de proximité. Est-ce qu'on en est des bons ambassadeurs? Ça dépend comment tu poses la question. Si tu me demandes, on a-tu des bons ambassadeurs nous-mêmes de la Montérégie, j'aurais tendance à dire non. Mais tu dis à quelqu'un de la Prairie, es-tu un bon ambassadeur du Vieux-la-Prairie? Il va dire oui. À Saint-Jean, même chose. À Valleyfield, la même chose. Une appartenance à des villes. C'est fou comme on est fiers, surtout quand on est là depuis 1 ou 2 générations, quand on a grandi là ou quand on a choisi une ville à Montérégie pour élever nos enfants, on en est fiers. Peu importe ta MRC ou ta municipalité, souvent, tu vas être un bon ambassadeur de ça. Et surtout, peut-être parce que la Montérégie, c'est vraiment grand aussi. Quelqu'un de Valleyfield ne s'identifie pas à Saint-Hyacinthe. Pourtant, c'est la même région. Peut-être, oui. Puis disons-le, la Montérégie est plus une région administrative qu'une région touristique. Fait que oui, il y a peut-être une culture à développer davantage, mais la fierté est là. C'est une fierté souvent ultra-locale. Puis là, après ça, il faut le convertir en achat puis en promotion, dans le sens que, l'achat local est important. En général, nos services de proximité, on les consomme. Nos pistes cyclables, on les consomme. Par contre, est-ce qu'on va au vignoble qui est à 10 minutes de chez nous? Ouais. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais je pense qu'on a cette fierté-là, puis cette ouverture-là, puis ce besoin de le faire. On l'a vu pendant la COVID.
Oui. Quand je disais tantôt, on va voir ce qui va Ouais. se passer pendant la semaine de la construction, c'est un peu ça. Est-ce qu'on va avoir l'effet COVID? Est-ce qu'on va voir les gens dire « Hey, let's go, je m'en vais dans mes vignobles. » Aussi, des fois, ce qui va démarquer une région, c'est les événements. Tu sais, que ça va attirer du monde. Est-ce qu'on a des grands événements en Montérégie qui fait en sorte que ça amène, ça favorise l'industrie touristique? Bien, on a au moins 4 événements, là, je dirais, qui sont tellement grands et populaires que les gens ne savent même pas qu'ils sont en Montérégie, des fois, OK. mais qui connaissent les festivals. T'sais, exemple, les régates de Valleyfield, Oui. là, qu'on vient de voir. Oui. T'sais, tout le monde connaît ça. Est-ce que c'est en Montérégie ou pas? Les gens Se posent pas la on question. se pose pas la question. C'est à Valleyfield. Si je vais dans l'ordre chronologique, le prochain qu'on va voir, c'est l'Expo agricole à Saint-Hyacinthe, qui est très familial, comme toutes les foires agricoles. Là, je parle des 4 gros, là, mais ce qu'on a eu à Armstrong au début de l'été, puis là, la prochaine foire agricole là, à Huntington, Ouais, la début tire de août, tracteur, ouais. ouais. Hey, c'est hallucinant. Là. C'est le plus vieux au Canada. C'est hallucinant. C'est plus de, je pense, c'est 150 ans et plus de foires agricoles. Bon. Là, je reviens à Saint-Hyacinthe, celle-là est vraiment très, très gros. Oui. Il y a des clientèles internationales qui viennent le visiter, qui est toujours une réputation très familiale, là, qui font un volet saveur locale depuis 2 ans. Là, il va y avoir le lancement de l'Espace des saveurs cette année, avec une grosse présence des producteurs locaux, avec de la restauration gastronomique qui est présentée à chaque jour. Fait que, tu sais, il y a quelque chose pour adultes aussi, là. OK. Tout le monde y trouve son compte. Sinon, international. Ah de oui, Montgolfière, Montgolfière, c'est un incontournable. qui est devenu assez iconique de la région. Puis, Il y a des gros spectacles qui se présentent. en là fait, aussi. depuis 2 ans, les aléas de la météo fait que c'est très difficile d'avoir des Ouais. levées de Montgolfière, ce qui est très dommage. Mais en même temps, c'est un festival qui s'est redéfini, qui a une programmation musicale digne du festival d'été puis des grands festivals de Montréal. Là, tu sais. Fait que, puis je mettrais notre 4e plus gros festival, c'est le Bière et Saveurs de Chambly, Oui. qui a une réputation internationale aussi. C'est le plus gros en Amérique du Nord-Est. Tu sais, j'inclus là-dedans les États de la Nouvelle-Angleterre. C'est le plus gros festival de bière à l'est du Canada et nord-est des États-Unis. On a vraiment là, tout le temps plus que 80 microbrasseries, plus des cidreries, des vignobles. Donc, super gros événement. Fait que juste ces 4-là, les régates, c'est quoi? C'est Les régates de Valleyfield. début juillet. Oui, c'était le Puis, week-end dernier. Chambly, c'est la fin de juillet. semaine. Fait que, tu sais, ces 4 gros festivals-là définissent notre été. Mais à chaque semaine, il y a des festivals là, hyper identitaires. Que ce soit le Festival le La Gym Gibelotte, Fest. C'est ça, oui. le Gym Fest à Sorel. Dans la vallée du Richelieu, on avait là, le chant de Vienne avec la musique traditionnelle. Tu sais, j'essaie de trouver des festivals qui sont tous très différents. Le là. festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Le cercle, oui, le festival de cirque. En tout cas, il y en a, tu sais. Fait que Il y a de quoi s'occuper. il y a de l'animation à toutes les semaines. À toutes les semaines, l'été, il y a quelque chose. Là, il y a un festival des saveurs dans le Vieux-Longueuil. Juste la rue piétonne. La rue piétonne de Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil, en soi, c'est un festival tout l'été. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses. Et la 3e catégorie qui démarque la Montérégie est... Bien, c'est quasiment la plus importante, c'est le tourisme gourmand. Tu sais, s'il y a une chose qui est unique partout en Montérégie, c'est le terroir, c'est la proximité de la terre. Est-ce qu'on a des grandes tables gastronomiques en Montérégie? Non, on n'a pas eu besoin de le développer, il y en a tout plein à Montréal. Par contre, ce qu'on a, c'est les produits qui sont sur les tables gastronomiques de Montréal. Par contre, en gastronomie, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les tables champêtres. On a, sur tout le territoire, on a des tables fermières, des tables champêtres. Là, c'est vraiment l'expérience. En anglais, on dit « from farm to table de la fourche à la fourchette. Fait que, si je commence dans l'Ouest là, avec la ferme des Petits Écarts, là, entre autres, qui fait une cabane à miel, vraiment hallucinante. Après ça, le mangeoire, Guillaume et Marie à Saint-Anicette, c'est hallucinant ce qu'ils font. La ferme Bica à Saint-Blaise, Fisso Nercan, qui a été le chef de l'année au Laurier de la gastronomie québécoise l'an dernier, qui a un produit extraordinaire. Si on voit un petit peu plus dans l'Est, la Rabouillère, avec leurs propres produits, là, avec le lièvre, la pintade et tout. Le gîte des oies, une super bonne table champêtre aussi. L'Effet Bœuf, près de Sorel. C'est vraiment mon nouveau petit coup de foudre. Là. L'Effet Bœuf, qui font une table fermière, eux autres aussi. T'sais, fait que tout ça, là, on est capable de faire un beau panorama de toutes les régions avec des gens qui sont tellement fiers de leur terroir et de ce qu'ils font pousser chez eux, qui en font de la gastronomie. Puis, après ça, il y a plein de choses en tourisme gourmand qui est important. T'sais, on parle de moins en moins d'agrotourisme. On va aimer mieux parler de tourisme gourmand. L'agro-tourisme, on le sait c'est quoi. On va faire l'autocueillette pendant les saisons. On sait que c'est notre force. On est là.
Mais il y a aussi, parmi toutes ces fermes-là, il y en a qui font des expériences gourmandes en même temps, des dégustations, des produits transformés. Je pourrais peut-être juste souligner là, l'importance aussi de l'alcool. On est très festif en Montérégie, là. Puis ça paraît, on est la région où il y a le plus de microbrasseries, la région où il y a le plus de cidre. Bon, le cidre, c'était facile parce que on est la plus grande production de pommes. Ouais. Mais quand même, on est la région où il y a le plus de vignobles. On a plus que 30 vignobles en Montérégie. Fait on pense souvent, quand on habite même sur la Rive-Sud ou encore à Montréal, on va aller dans les cantons de l'Est, la route des vins, puis c'est normal, c'est des beaux produits. J'aime beaucoup les vignobles des cantons de l'Est, mais ils ont surtout l'avantage d'être tous ensemble. C'était facile de faire une route. Chez nous, c'est plus difficile parce qu'on a plus de production, beaucoup plus de production de raisins que dans les cantons de l'Est, puis on a plus de vignobles, mais ils sont très éparpillés sur un large territoire. On a certains pôles où il y en a plus que d'autres. Exemple, Saint-Hyacinthe, Rougemont, où il y en a beaucoup. Le long de la 202 puis la Covey-Hill, dans le coin de Mingford, super bon vignoble aussi. Mais juste à Rive-Sud, on a 12 vignobles. Juste comme ça, vite, là, qui sont à moins de 20-30 minutes de tout le monde sur la Rive-Sud. Là. Si on va de l'ouest à Varennes, là, Varennes, le domaine du fleuve, c'est sur le bord du fleuve. Tu vois Montréal là, en face, c'est hallucinant. Là. Le domaine Coblotte, je vais aller de l'ouest. Je vais aller de l'est à l'ouest. Domaine Coblotte à Saint-Bruno, on a le mode des Patriotes qui n'est pas loin aussi, domaine Saint-Jacques. On a ici, là, vraiment, domaine Cortellino, domaine Labranche. Géo Petit-Fils, Volet Noir qui fait un vin nature qui est super en mode sur le plateau, vraiment trippant. Puis là, après ça, quand on traverse Beauharnois, le Bourg des Cèdres, le vignoble Pomone, c'est tous ces vignobles-là, là, c'est à 20 minutes de chez vous. Là. Allez-y. Puis le gros défaut des vins du Québec, c'est qu'on y a tous goûté il y a 15 ans. Ce sont tous des vignobles. Puis moi, le premier, là, j'ai toujours encouragé les vignobles québécois, mais je les encourageais, justement. Ouais. Maintenant, je ne les encourage plus. Là. Je n'achète. Les savourer. Non, mais je fais juste les acheter. J'ai plus besoin d'aller nulle part ailleurs. Peut-être quand je veux un gros vin rouge bien corsé, là. Mais en règle générale, je ne fais qu'acheter du vin de ma région. Ils sont tous excellents, ils sont tous différents, ils valent la peine. Fait que si je dirais, là, si vous avez une affaire à faire, à découvrir, redécouvrir les vignobles de la Montérégie, ça vaut la peine. Puis même pas besoin d'aller loin. Là. Restez sur la Rive-Sud, vous avez des super bons choix. Bien, il y a définitivement beaucoup à faire en Montérégie. On vous souhaite un très bel été. Merci. Ouais. Ça me fait plaisir. Merci vraiment beaucoup. Une belle rencontre. Merci. On fait une petite pause et on vous revient avec des suggestions d'activités pour l'été. Chez Gravité Média, c'est une tradition depuis plusieurs années de faire paraître au début de l'été une section spéciale tourisme dans nos journaux. Et depuis 2 ans, nous avons également une section sur nos sites web dans laquelle on vous propose du contenu intéressant sur le sujet. Nous avons donc eu l'idée de vous partager quelques idées d'activités dans la région tirées de notre section spéciale. De mon côté, j'avais envie de vous proposer de l'art en plein air. C'est une activité gratuite où on joint le plaisir d'être dehors et on découvre des artistes en même temps. On a répertorié 6 expositions sur la Rive-Sud accessibles dans des parcs. Il y a entre autres le Sentier des Arts à Candiac dans le parc André-J-Côté qui présente l'exposition de photos Plante-Père de Cassandra Reynolds. L'artiste propose une série de photos poétiques dans lesquelles elle explore la relation entre l'horticulture et la vie humaine. Il y a aussi l'exposition Si aujourd'hui pour demain qui se trouve dans l'espace Gravel à Châteauguay, qui est situé juste à côté du musée de la Maison Le Pailleur, que vous pouvez aussi visiter d'ailleurs. La particularité de cette exposition, c'est que les artistes proposent de la photo sonore. Donc, on va voir l'exposition avec son téléphone intelligent et idéalement une paire d'écouteurs. On regarde la photo, on scanne le code QR, puis on peut entendre l'arrangement sonore qui est associé à la photo. C'est quand même intéressant comme concept. Sinon, les autres activités, on peut les voir sur nos sites Internet. De mon côté, je m'adresse aux amateurs de danse. Cet été, ils se réunissent à Boucherville, Brossard, Candiac et Châteauguay pour des soirées dansantes gratuites. La danse en ligne est particulièrement populaire. À Boucherville, ça se passe les mardis soirs à la place Lionel Donnet. À Brossard, c'est au quartier 10-30 et à Candiac, au parc André-J-Côté. On se retrouve avec nos bottes de cow-boy les jeudis soirs. À Châteauguay, ça danse en ligne à l'Agora les mercredis soirs. Et ceux qui ont le sang plus chaud sont aussi invités à des séances de danse latine. On vous invite d'ailleurs à lire le texte de notre collègue Diane Lapointe pour connaître l'horaire.
On y pense peut-être moins souvent, mais la Montérégie, c'est aussi une belle région pour faire des escapades sur l'eau ou dans l'eau. Il y a plusieurs plages pour la baignade, dont celle de Saint-Zotique, celle du parc régional des îles de Saint-Timothée. Il y en a une aussi plus petite, celle du Récréoparc à Sainte-Catherine. Mais il y a aussi plusieurs cours d'eau où on peut y pratiquer des activités nautiques. On en a parlé tantôt un petit peu en entrevue de la Route bleue qui propose des parcours intéressants sur l'eau. En Montérégie, il y a 470 km de circuits qu'on peut faire en canot, en kayak ou en planche à pagaie. Des circuits sont proposés sur la rivière Richelieu, dans le fleuve Saint-Laurent, sur la rivière Saint-Charles et la rivière Châteauguay. Sur le site de la Route bleue, il y a toutes les infos aussi pour la location d'embarcation et également la durée des circuits. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Moi, l'une de mes activités favorites, c'est la randonnée pédestre. Sur la Rive-Sud, on est servi en sentiers aménagés. Il y en a évidemment beaucoup, mais on vous propose notamment le sentier du Bocage à la Prairie, qui est d'une longueur de 7 km et qui longe l'ancienne briqueterie. Le départ se trouve au parc Lucief-Roussel. À Châteauguay, le sentier de l'île Saint-Bernard d'une longueur de 7,4 km est un incontournable dans la région, on en a parlé tout à l'heure. On peut y observer une faune et une flore diversifiées. Puis, à Longueuil, le boisé du Tremblay comprend 2,5 km de sentier, 800 mètres de passerelles, des points d'observation et une halte de repos avec mobilier. C'est le plus grand parc nature de Longueuil. Évidemment, nous avons également 2 parcs nationaux à proximité, le parc des îles de Boucherville et le parc du Mont-Saint-Bruno. Pour connaître la liste complète des sentiers, on vous invite à consulter l'article de notre collègue Ali Dosti. Notre balado fera relâche pour les 2 prochaines semaines, mais évidemment pas l'actualité. Donc, on vous invite à continuer de vous informer sur les sites web du Journal Saint-François, Soleil de Châteauguay, Reflet, Courrier du Sud, La Relève, ainsi que les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région. On sera de retour en ondes le 13 août. Bonnes vacances! Bonnes vacances!